En 78, je décide donc que je vais retrouver mes copines de fac à Taipei, puisqu'elles n'avaient pas eu la bourse. Donc certaines étaient déjà revenues en France, d'autres étaient restées d'ailleurs à Hong Kong. Et puis j'arrive à Taipei, je retrouve quand même une camarade d'université. Et là, elle fait sa thèse, elle rédige sa thèse en fait sur la médecine chinoise. Elle habite d'ailleurs chez un médecin. Et je fonctionne beaucoup avec elle. Et puis je lui dis que je voudrais bien, maintenant que j'ai la licence de chinois, continuer sur une thèse, un doctorat. Mais bon, c'est pas possible en Chine, ce n'est pas possible en Chine. Qu'est-ce que je peux faire vers quelle discipline je peux aller? Alors elle me dit, mais si les Chinois... Bon, je vais remettre ça en contexte, c'est vrai, quand je suis arrivée, c'est encore la révolution culturelle, la politique de la révolution culturelle. Ça aussi qui explique cela. Donc, elle me dit, mais il y a des aborigènes à Taïwan. Et je lui dis, oui, je sais, et après, en gros, 300 000 personnes, bon. Elle me dit, mais si tu veux, pendant les vacances, nous irons visiter des villages. Donc, je lui dis, d'accord. Donc, on a été se promener dans les villages. Je n'ai pas été impressionnée parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un village taïwanais qu'à un village plus aborigène. Hein. Au niveau de l'habitat, c'était bon, un peu différent quand même. Et de retour à Taipei, je vais à la bibliothèque de l'université où il y avait une vieille bibliothécaire qui parlait très bien japonais. Hein. On a quand même été colonisé de 95 à 45 et tous les anciens parlaient bien sûr le japonais. Donc, je lui demande de me sortir ce qu'elle a de publications sur les aborigènes, tant en japonais qu'en chinois. Donc, elle me sort les choses, je regarde un petit peu ce qui est fait, pas grand-chose en chinois, un peu plus en japonais. Et d'ailleurs, les Japonais ont fait 5 livres à l'époque de photos sur les aborigènes, absolument merveilleux, enfin sur Taïwan en général, qu'on m'a offert. Et je regarde, et là je vois les Puyuma, il y a du chamanisme, bon, il y a des classes d'âge, donc c'est intéressant, et c'est un village de moitié. Donc il y avait des éléments qui me branchaient. Bon, je dis, c'est pas mal. Je pense que je vais me diriger vers cette population-là. Mais en même temps, je me dis, non, je n'ai pas les outils. Je n'ai pas les outils pour travailler. Ah non, ce n'est pas une maîtrise de chinois qui va me permettre de travailler en ethnologie. Hein. Pas possible. Eh bien, je suis rentrée en France. Et j'ai attaqué un 3e cursus à l'université. Puis j'avais déjà fait l'anglais, j'avais fait le chinois jusqu'à la maîtrise. Donc, je décide de repartir sur l'ethno. Et le meilleur ethno, c'est Nanterre, Paris 10. Bon. Mélanger tout ça avec l'école des hautes études, bien sûr. Hein, c'est sûr, l'école des hautes études en sciences sociales, les HSS. Donc je vais à Nanterre, on me donne des équivalences pour les 2 premières années. Je refuse, parce que comment je vais passer directement en licence? Alors, je n'ai aucune base, je n'ai pas la connaissance. C'est un peu ridicule. J'accepte de sauter la première année et je passe tout de suite en 2e année, en duel, DUG. Et là, ensuite, donc, c'est là que je vais connaître Jacques Lemoine, qui avait le labo du CAXPI, le centre d'Asie du Sud-Est et de la péninsule indo-chinoise, donc le CAXPI. Jacques Lemoine est un homme un peu fantasque qui travaille sur les Hmongs, c'est le grand spécialiste des Hmongs. Puis, bien sûr, je rencontre Kondo, qui est à l'école des hautes études, parce qu'il avait son séminaire le mardi. Et bien sûr, je rencontre M. Audricourt pendant ses études d'ethno, parce que le mardi midi, Kondo et Audricourt rejoignaient le groupe d'étudiants qui voulaient bien manger avec Kondo, au restaurant, bien sûr, vietnamien, puisque Kondo est métisse vietnamienne.
je rencontre ces hommes-là qui vont marquer durablement ma vie. Même le moine, peut-être en contrepoint, mais quand même. Et donc je passe la licence et le moine me dit pour votre maîtrise, je veux continuer une maîtrise, bien évidemment, je veux asseoir ce que j'ai acquis, mais de toute façon ma décision était prise. J'allais partir à Taïwan chez les aborigènes, chez les Puyuma spécifiquement. Et en 82, j'ai passé le DEA sur les Puyuma avec Kondo. Donc ça s'était arrêté. Le DA, c'est la pré-thèse. Donc, mais le moine, lui, il est têtu, il veut que j'aille là où lui travaille, bien évidemment. Il me dit, je vais vous supporter un peu, mais il faut partir dans la Chine du Sud. Voir les Chinois, il faut aller en Chine du Sud. Bon, très bien. Et puis, vous allez aller chez les Pouilles. Donc, je n'ai rien décidé, de fait. Hein. Très bien. Donc, pendant 3 ans, de 80 à 83, j'ai traduit. J'ai traduit du chinois. Je n'ai fait que cela. C'est une longue maîtrise. Parfois, on appelait ça une thèse de maîtrise. C'était une maîtrise. Hein. Aujourd'hui, les maîtrises, elles sont un petit peu squelettiques. Hein. Il y a beaucoup d'os et pas beaucoup de chair. Mais bref. Donc, ça s'appelle un master. Donc, je disais à mes étudiants, donnez-moi un petit peu de chair sur l'os. Bon, bref. Donc, j'ai fait ma maîtrise. C'est ce qui donne d'ailleurs la première partie des Pouilly, la partie historique, parce que j'ai travaillé dans des sources primaires, mais j'ai aussi traduit beaucoup de chinois, pas d'ethnologues, hein, mais beaucoup d'historiens chinois. J'avais fini un article dans la bibliographie, un autre m'intéressait, je repartais et je traduisais, c'était épouvantable. Jusqu'au jour où je me suis dit, j'arrête. En revanche, la partie ethnographique, ethnologique, là, je me suis appuyée donc sur nos missionnaires, le père Esquirol et William, qui avaient fait un dictionnaire Joy, et Williat, dont je retrouverai un petit-neveu comme étudiant quelques années plus tard, puis le père d'Outre-Ligne, dans les années 20, qui avait vécu là. Donc là, j'avais des éléments d'ethnologie pour finaliser cette maîtrise. Donc je l'ai soutenue en 83. Il y avait Kondo, il y avait Jacques Lemoine, bien sûr, et j'avais pour le chinois, parce qu'il y a énormément de passages chinois dedans. Je ne sais pas où est cette maîtrise, mais elle a eu tellement de succès en fait, qu'elle a été rééditée en 98, donc en intégrant le terrain de l'époque. Donc je suis partie, enfin nous sommes partis tous les deux avec mon compagnon, et là, 83. Donc Hong Kong, bien sûr, l'arrêt à Hong Kong chez la copine, Canton, et puis après il faut changer de train, et à l'époque on avait calculé que les trains faisaient 44 km à l'heure, donc on avait le temps de voir le paysage, ça c'est sûr. Puis nous sommes arrivés à Kweyang dans le Kweijo, et là je savais par le père d'Outre-Ligne et puis aussi par Jacques Lemoine qu'il y avait des villages Pouilly dans la banlieue de Kweyang. Donc, on s'est installé à Kweyang, dans la ville. Attention, j'ai juste un permis de voyage, permis intérieur que j'ai retrouvé pour vous. Je n'ai pas d'autorisation, c'est Kweyang sur le permis, j'ai pas d'autorisation d'aller ailleurs. Hein. Donc, tous les jours, on allait au village pour essayer de glaner un petit peu d'informations ethnographiques, hein, quand même. J'ai même une photo d'une des dames Pouilly qui est en train de laver le linge à la rivière, puis qui me voit au bout de 5-6 jours, puis qui fait « Ah, te revoilà !» Bon, parce qu'elle pensait que j'avais été arrêtée, probablement. Et puis, quand on a terminé avec Roachi, alors combien de temps nous sommes restés? 1 semaine, 10 jours, pas trop longtemps, hein, parce que toujours on avait peur. Bon. Donc là, on a repris un train pour Anshun, toujours avec nos 44 km à l'heure. On arrive à Anshun, donc là, on voulait aller à Jianlin. Je savais qu'il y avait des Pouilly à Jianlin, puisque le père d'Outre-Ligne en parle et a même croqué les costumes, les maisons. Donc, je ne peux pas aller à Jianlin, je n'ai pas de permis.
Donc je dis en fait que je veux aller visiter, on est en 83, la Chine est ouverte et touristique, mais bon, pas forcément cette région complètement. Donc je dis que je vais aller voir les grandes cascades de Huangkou qui sont touristiques. Très bien, on me permet d'y aller. Mais arrivé à Jiangnin, on est descendu les cascades, j'en avais rien à faire. Et on s'est mis à l'orée de la ville de Jiangnin et on a attendu face à la montagne que des femmes pouilles descendent des chemins pour savoir où il y avait un village. Et là, les femmes pouilles sont descendues dans leur habit, leur fameuse coiffure de bambou, etc. On a donc dit, hop, c'est par là qu'il faut aller. Et on est parti, donc 2 heures de marche. Et puis on est arrivé au village, et là c'était exceptionnel, parce qu'on avait les habits, les coiffures, les maisons en pierre dessinées par le père d'Outre-Ligne dans les années 20. Rien statique, rien n'avait changé. Et là, pareil, un très bon accueil, on pouvait discuter, rentrer dans les maisons, c'est eux qui nous invitaient, hein. Et on y est resté. Alors, tous les soirs, il fallait refaire les 2 heures, le matin repartir pour coucher à Jiangnin. On ne pouvait pas coucher là-haut. Là-haut, on serait venu certainement me déloger. Ça, c'était évident. Bon, donc, je me suis dit, non, même 1983, je ne pourrais pas faire de doctorat en Chine, il me faut 1 année de terrain. D'abord, ou quasi, et puis après, y revenir 2, 3 mois, ce que j'ai fait à Puyuma. 4 mois, 3 mois, 4 mois, chaque année. Il faut observer. J'ai été 7 ans avant d'écrire un article sur les Puyuma. Donc là, ma décision était doublement prise. Je terminerai ma maîtrise. Et alors la chance, c'est qu'effectivement, dès la sortie de la soutenance, il y avait un monsieur qui est décédé malheureusement aujourd'hui, Jacques Népote, qui était le directeur de Péninsule. Et c'est lui qui m'a dit, si vous acceptez de prendre en compte les corrections qu'on vous demande, bien sûr, j'allais le faire, on vous publie tout de suite. C'est comme ça que la maîtrise a été publiée. Sauf que je lui ai dit, le moine m'a fait une remarque pertinente et tout à fait valide, cette maîtrise, elle est quand même très littéraire, provenant de sources. Il n'y a pas de terrain sur cette maîtrise, il n'y a pas de terrain. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, bah d'accord, il n'y a pas de terrain, bah, je vais aller chez les Pouilly, hein, maintenant, il faut y aller. Donc j'avais demandé à ce qu'on attende. Donc le vintage, la parution première est de 88, si j'ai bonne mémoire, et elle incorpore quand même déjà des éléments de terrain. Et donc en 98, je ne sais pas ce que j'ai fait de cela, j'ai déjà mis un petit peu le dégât là-dedans. Il y a cette maîtrise qui est publiée, et elle a été donc rééditée parce qu'elle s'est entièrement vendue. Elle a eu un succès fou. C'était le premier travail en langue occidentale, bon, malheureusement le français, et elle a eu du succès. À tel point qu'un jour, Larousse m'a demandé de participer à un dictionnaire des populations. Donc, bien sûr, on me donne les Zhuang, les Puyi, les Puyuma, etc. Et on me donne 2 autres populations. Et je dis non, je ne les connais pas, sauf si je trouve des textes en chinois qui en parlent. Donc je me dis, je vais aller au Phénix. Le Phénix, la librairie asiatique, boulevard Sébastopol. Donc quand on va au sous-sol du Phénix, ce sont tous les ouvrages en chinois. Donc je vais directement au sous-sol. Il y avait un jeune homme d'une 30aine d'années. Et je lui dis, bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce qu'il existe par hasard, je n'y croyais pas beaucoup d'ailleurs, une espèce d'encyclopédie des populations chinoises en chinois? En français, enfin en langue occidentale, non. La demande était un peu étrange, bizarre. Alors, il me regarde et il me dit, Madame, excusez-moi, mais qui êtes-vous? Alors, je lui dis, je suis Josiane Coquelin. Il me regarde puis il fait, ah, la mère des Pouilly. Alors là, j'ai parti d'un rire, 15 millions de personnes, la mère des Pouilly. Donc, je savais que mon ouvrage avait en fait marqué un petit peu les esprits. Bon, après, on m'a demandé une réédition, donc j'ai revu ce travail que je vais bien sûr retrouver à un moment ou à un autre. Donc, quand je suis arrivée après, on a quitté la Chine, et là, bien sûr, ça a été Taipei, tout de suite. C'était en fait le but premier. Le Guizhou n'était qu'un petit détour. Et ma décision était doublement prise, puisqu'il y avait et d'une le DEA,
Et de deux, à nouveau, être là, à mentir, à se faufiler, tout ça. Bon, donc je partais. Arrivé à Taipei, je suis retournée à la bibliothèque, enfin nous sommes retournés à la bibliothèque, nous avons retrouvé la bibliothécaire qui m'a ressorti des textes japonais, mais cette fois-ci que mes Puyuma, et on traversait la rue et on a fait des milliers de photocopies, bien sûr, pour partir chez les Puyuma. Donc nous sommes arrivés chez les Puyuma en 83, donc. Et j'avais contact, alors je ne sais plus pourquoi, peut-être depuis 78, avec le prêtre Patrick Weil, qui était les missionnaires de Bethléem. Je crois qu'il était suisse d'ailleurs. Et Patrick Weil, en fait, était de Katipol, le village d'à côté, un village Puyuma, mais d'à côté, donc un autre dialecte. Mais il était arrivé à Puyuma, que l'administration taïwanaise appelle Nanyuan. Mais je vais vous dire pourquoi je maintiens Puyuma. Et donc nous sommes arrivés avec nos sacs à dos et direct l'église. Je n'ai pas beaucoup mis les pieds après, mais quand même, il y avait des intérêts. La preuve, j'ai publié un article dans Moussan en 2010, Patrick Weil, et je lui ai dit, ben voilà, où est-ce que vous pouvez habiter? Bien sûr, il m'a envoyé chez une catéchumène, une convertie, Ushu, qu'on appelle Schutz. Alors on a été habité chez Schutz, qui bien sûr ne pouvait pas nous refuser, puisque c'était Patrick Weil qui nous envoyait. Alors Patrick Weil parlait parfaitement le Puyuma. Le Puyuma de Katipul, bon, ils se comprennent, hein, ils ont peut-être 70-80% de cognac, mais il l'appelait Mi-Iring. Mi-Iring, c'est le penché. C'est pas lui qui était penché, c'est son estomac qui était complètement penché, parce que Patrick Weil venait de Mandchourie, de Chine, de Mandchourie. Et il avait été arrêté par les communistes et pendu par les pieds. Et pendant quelques jours, d'après ce qu'il disait, alors quelques jours, c'est peut-être 2 ou 3, hein, ils n'ont quand même peut-être pas laissé là, s'il n'est pas mort. Donc, et peut-être il le nourrissait, je ne sais pas, il ne m'a pas dit. Et il a eu un déplacement d'estomac sur le côté. Donc il avait l'estomac, non pas dans les talons, mais il avait l'estomac. Donc il l'appelait Mi-Ring, le penché. Donc Patrick Weil. Et donc on a atterri chez Ushu, chez Schutz. Alors chez Ushu, Schutz, nous ne sommes pas restés très longtemps. Pourquoi? Ben, parce qu'on comprend très bien que Schutz, elle est convertie. Elle est convertie et que quand on lui parle des chamans, quand on lui parle de tout ça, c'est de la superstition. Elle ne s'intéresse pas à cela. Et que tout ça, c'est pour elle, c'est dépassé. Elle est dans un monde moderne, si on peut dire. Donc, on a bien senti rapidement. En plus, la maison n'était pas très agréable. C'était des blocs de béton contemporains, là, tout à fait. Et placé sur le grand axe routier entre Taitung et Hualien. Donc ça circulait pas mal. Même si notre chambre était à l'arrière sur la cour, c'était quand même bruyant. Hein, donc on n'aimait pas beaucoup. Et puis Ushu, elle se moquait de nous. Enfin, elle ne se moquait pas de nous, mais on ne l'intéressait pas. Je veux dire, elle n'avait rien à nous transmettre. Voilà. Et moi, j'avais besoin qu'on me transmette. Alors, pour parler juste un peu de Puyuma, Puyuma, en fait, il y a plusieurs villages, hein, il y a 9 villages, et l'identité ethnique, elle est liée au village. Quand un villageois de Katipol ne va pas dire « je suis Puyuma », il va dire « je suis Katipol ». Uriburibuk, je suis Uriburibuk. Rikabong, c'est pareil. Donc, on est l'identité, c'est l'identité villageoise. Et Puyuma, c'est Puyuma. Ce sont les seuls. Et ils vous disent que ce sont des Kapuyumaan, c'est-à-dire les vrais Puyuma. Alors ensuite, c'est nous, les étrangers, les linguistes principalement, qui vont chapeauter tous ces villages. Donc il y aurait 3 dialectes. C'est une langue, hein, le Puyuma est une langue formosienne. On disait formosane, on dit formosienne maintenant. Donc c'est une langue qui est là et qui va engloutir tous ces villages. Mais eux se distinguent. Et donc, il y a le dialecte de Katipol, il y a celui de Puyuma et il y a celui de Uriburibuk. Moi, je suis Puyuma. Alors, on m'a reproché parfois de n'être resté qu'à Puyuma. J'ai été voir les autres villages quand même, mais je n'ai pas travaillé dessus, ou très peu.
Donc, c'est une entité qui est de village, donc de location, de langue, on parle le Puyuma, et on est totalement, donc la langue, le peuple, le village. C'est un tout, c'est une entité totale. Mais Puyuma, c'est seulement mon village, les autres ne sont pas Puyuma. Quand je leur disais, ben là, tiens, vous êtes entre Puyuma, non, non, il est Katipo, lui, il n'est pas Puyuma. Donc c'était petite querelle. Donc j'ai rapidement demandé quand même à rencontrer des chamans. Et le seul intérêt, en fait, dans la maison de Chiutz, c'était que c'était une maison de femmes. Et pendant très longtemps, les premiers ethnologues taïwanais qui ont travaillé sur Puyuma disaient que la société était uxori locale. Elle ne l'est pas du tout, non, non, pas du tout, elle est ambilinéaire. On reviendra là-dessus tout à l'heure, c'est une société assez compliquée, mais très intéressante. Et en fait, mais à très nette tendance uxori locale jadis. Hein. Aujourd'hui, c'est terminé. Et j'avais, dans ce bloc donc, de maisons, construit au bord de la grande route, il y avait la grande sœur qui était là, et qui avait épousé ce que les Puyuma appellent un Minkook, c'est-à-dire un Chinois qui était venu en 1949 avec Chiang Kai-shek. Donc cet homme comptait pour du beurre pour les Puyuma. Ben oui, parce que dans les rites, dans les échelons de passage, ils le mettent du côté des femmes. Ceux qui en ont aux oreilles. Quand on est vieux, on dit que les femmes ont du poil aux oreilles, alors qu'en fait, ce sont les hommes. On reviendra là-dessus. Donc lui, il compte pour du beurre, donc c'est la grande sœur. Il y a Chiutz qui est là, avec sa fille. Elle est divorcée. Parce que ça, sexuellement, à Puyuma, c'est merveilleux, je trouve. Il n'y a pas de tabou sur tout ça. Donc Chiutz est divorcée, mais elle a gardé sa fille, et Marie a gardé le fils. Voilà. Donc, à côté, c'est le frère. La femme est coiffeuse et le frère, il est toujours à travailler dans les champs. Donc on voit qu'il y a deux hommes. Plus loin encore, il y a une autre sœur qui, elle, tient un petit restaurant. Donc ce n'est qu'un bloc de sœurs. Et là, il y a vive aussi la mère. Et au départ, on avait le père, d'ailleurs, qui était toujours assis là, mâchait le bétail, il ne servait pas à grand-chose. Donc on voit que les hommes sont inexistants ou quasi, et on voit que c'est une maison de femmes. Et ça m'a beaucoup intéressée quand même. Donc, je n'ai pas perdu complètement mon temps. Mais j'ai demandé à voir mes femmes chamanes. Elles sont arrivées, la doyenne et la plus jeune, Irubai, qui n'avait que 27 ans à l'époque. Donc, quand elles sont rentrées dans la maison de Chiutz, où il y avait un crucifix au-dessus, donc elles se sont assises, elles étaient complètement pétrifiées. Elles étaient pétrifiées, elles ne bougeaient plus. Mais le contact s'est quand même fait ce jour-là. Il s'est fait ce jour-là. Donc on a après, elles m'ont dit où elles habitaient, etc. Donc après c'est moi j'ai fait la démarche d'aller chez elles, mais elles avaient déjà accepté de venir, ce qui était déjà beaucoup. Donc, et puis est arrivé le grand cycle cérémoniel de Mangayao. Et quand on a vu Mangayao, qu'est-ce qu'on a fait? Rien, on a observé. De toute façon, la première phase, c'est l'observation. Mais en parallèle, on avait tout de suite compris que mon chinois ne me servirait à rien qu'à parler avec des jeunes. Et les jeunes ne m'intéressaient pas. Je veux dire, en dessous de 20 ans, qu'est-ce qu'ils avaient à me dire? Pas grand-chose. Ils s'étaient complètement taïwanisés. Et je ne voyais pas bien ce que je pouvais. Après ça, on peut faire des études là-dessus, si vous voulez. Mais moi, ce que je voulais comprendre, c'était la société ancienne, qui était encore là, hein. Donc, Mangayao arrive, donc on va participer, on va observer, bien sûr, Mangayao.